Bonjour, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Très, très bien. D'accord. Comme vous l'avez dit, c'est le mois qui est consacré à l'Afrique et je profite aussi pour dédier cette émission à notre frère Joseph Gatou. C'est lui qui m'a fait connaître Quête de vérité, qui avait parlé de ce calendrier. Donc, je lui rends hommage en lui dédiant cette émission. Merci, merci. Bien fait. Ouais. J'avais pensé à ça Ok. aussi. Ouais. Oui, comme vous l'avez expliqué, le mois de février est consacré au mois de l'Afrique, de l'histoire, ce qu'on appelle le Black History Month, le mois de l'histoire noire. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un mois qui est consacré à l'histoire africaine, au moment où certains disent que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Donc, c'est important de le préciser. Et ce mois de l'Afrique remonte, si j'ai bonne mémoire, depuis les années 1976 déjà. OK. D'accord? Et c'est au mois de février. Le mois de février, c'est un mois assez important dans le calendrier romain, parce que le mot même février, étymologiquement, signifie purifier. Et pour vous expliquer les choses, il faut savoir que les Romains, comme tous les peuples indo-européens, ce sont des peuples guerriers. Et donc, dans leur calendrier, ils faisaient la guerre toute l'année. Et au mois de février, qui était le dernier mois de leur calendrier, c'est la raison pour laquelle le mois de février a récolté très peu de jours, 28 ou 29. Ce mois-là, il fallait se purifier de tous ces péchés. Et leur calendrier commençait au mois de mars, qui est le dieu de la guerre. Donc, à nouveau, ils pouvaient recommencer à faire la guerre. Voilà. C'est de là OK. que vient ce mois qu'ils ont consacré à l'Afrique. Je suis, euh, je suis originaire de la Guadeloupe, donc voilà. Et je suis théologien de formation. J'ai étudié aussi l'égyptologie et je me consacre un peu à l'histoire du peuple noir, puisque c'est en définitive ce qui m'intéresse. La théologie m'a ramené à l'égyptologie lorsque j'ai fait la rencontre de mon feu professeur Doukaya. Et depuis, je peux dire que j'ai laissé tomber la théologie pour me consacrer vraiment à notre histoire. Pourquoi? Parce que notre histoire a été occultée. Et donc, on connaît en principe l'histoire des autres, mais pas notre histoire. Très bien. Voilà. Très bien. Non, je suis l'auteur de 3 ouvrages. Moïse l'Africain, qui est sorti en 2001 aux éditions Ménébuc. Ensuite, il y a eu à compte d'auteur en 2003 La véritable Bible de Moïse, qui a été réédité en 2009 aux éditions Aniboué. Et en 2016, j'ai sorti Prières et enseignements pharaoniques de Nafa Kourouré, qui est le pharaon dit monothéiste à Akhenaton, d'accord, dont le grand hymne d'Aton, étrangement, a inspiré le psaume 104 de la Bible. Et en 2020, j'ai restitué le calendrier, justement, dont on va parler actuellement, le calendrier nilotique utilisé par nos ancêtres. Très bien. Pourquoi vous êtes aussi intéressé à parler du calendrier? Ben, pour une raison simple, le calendrier, tous les peuples ont un calendrier. Et si vous n'avez pas de calendrier, vous ne pouvez pas, comme par exemple là, on s'est fixé rendez-vous, on a dit le 5 février à 19 h, heure de France, mais pour ça, il a fallu mettre d'abord un calendrier. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, vous avez un calendrier, il y a des échéances, il y a une chronologie. Le calendrier, c'est l'histoire tout simplement. C'est-à-dire ça permet de s'organiser. Or, l'organisation, c'est la ponctualité, c'est la base de toute organisation. Donc, si vous n'avez pas de calendrier, vous ne pouvez rien faire dans la vie. En période électorale, on nous parle de calendrier électoral. Les hommes politiques, ils ont un calendrier, ils ont un programme. L'histoire, c'est le calendrier, tout simplement. Un enfant, quand il vient au monde, la première chose qu'on regarde, l'heure de sa naissance. Donc, il s'inscrit déjà dès sa naissance dans un calendrier. Le passé explique le présent explique le futur. Très bien. Très D'accord? bien. Donc, c'est vrai que tous les peuples, même actuellement, le monde entier fonctionne sous la base du calendrier grégorien. Mais ceci dit, les autres peuples ont le souvenir de leur calendrier. Et certains fêtent, en dehors du nouvel an grégorien, fêtent aussi leur nouvel an. Donc, ils sont ancrés dans leur culture. C'est-à-dire, au mois de décembre, je crois le dernier week-end, pas de décembre, de janvier, les Asiatiques ont fêté le nouvel an chinois. Voyez?
En principe, à l'équinoxe d'automne, vers le 10-11 septembre, les Juifs fêtent Rosh Hashanah, le début de l'année. Vers le 12 janvier, les Berbères, ils vont fêter aussi leur nouvel an berbère. Voyez, les Indiens, tous les peuples fêtent leur nouvel an, donc c'était anormal que ceux qui ont inventé le calendrier ne fêtent pas leur nouvel an. Ceci dit, on fête aussi le nouvel an, mais donc il faut parler de ce calendrier qui est à l'origine d'ailleurs du calendrier julien, qui a été réformé pour donner le calendrier grégorien. Là, je voulais commencer parce que pour vous expliquer l'invention du calendrier, par des citations d'Hérodote. Hérodote, c'est le père de l'histoire. C'est-à-dire, pour les Européens, on va considérer que l'histoire commence avec Hérodote. Donc, c'est lui le premier qui va écrire non seulement l'histoire de son peuple, mais l'histoire des autres peuples. Donc, c'est la raison pour laquelle il est considéré comme étant le père de l'histoire. Et donc, voilà ce que Hérodote nous dit dans son livre Histoire 2, chapitre 4. Il nous dit, les Égyptiens avaient les premiers découvert le cycle de l'année réparti sur 12 mois, le cours des saisons, ceci disent-ils en se réglant sous les astres. Leur système me paraît plus habile que celui des Grecs. Pourtant, il est grec, hein? Leur système me paraît plus habile que celui des Grecs, en ce que les Grecs doivent tous les 2 ans ajouter un mois intercalaire pour faire correspondre leur calendrier aux saisons, tandis que les Égyptiens, grâce à leurs 12 mois de 30 jours, ajoutent simplement à chaque année 5 jours complémentaires et restent ainsi en accord avec le cycle des saisons. Donc, ça veut dire que le cycle des saisons, le système solaire, la première fois où on a établi un calendrier qui permettait de rester en accord avec l'univers, le système solaire, ça a été fait en Égypte, donc en Afrique. Bon, je pense que c'est plus la peine d'expliquer aux gens que les anciens Égyptiens, c'était des Noirs. Le débat, la messe a été dite depuis 1974 au Caire, donc on passera sur ce sujet. Diodore de Sicile, plus tard, lui aussi, il nous dit la même chose. Il nous dit, les Thébains, c'est les habitants de Thèbes en Égypte, plus particulièrement dans ce qu'on appelle la Haute-Égypte, les Thébains se disent les plus anciens des hommes et prétendent que la philosophie et l'astrologie exactes ont été inventées chez eux. Leur pays étant très favorable pour observer sur un ciel pur le lever et le coucher des astres. C'est un peu comme aux Antilles. Vous savez, quand vous êtes là-bas, il n'y a pas de nuages, vous pouvez pratiquement toucher les étoiles. En Afrique, c'est la même chose. Ils ont aussi distribué les mois et les années d'après une méthode qui leur est particulière. Ils comptent les jours non d'après la lune, mais d'après le soleil. Je dois dire que les peuples sémitiques, c'est-à-dire les Juifs, les Arabes, les peuples qui viennent de la Mésopotamie, se basaient sur la lune et donc ils avaient un calendrier lunaire, contrairement aux Égyptiens qui avaient un calendrier solaire. D'accord? Mais d'après le soleil. Ils font chaque mois de 30 jours et ajoutent 5 jours et un quart aux 12 mois pour compléter ainsi le cycle annuel. Ils n'ont donc pas recours, comme la plupart des Grecs, aux mois intercalaires ou à des soustractions de jours. Ils paraissent aussi savoir calculer les éclipses de soleil et de lune de manière à pouvoir prédire avec certitude tous les détails. Voilà. Donc, on voit que Diodore de Sicile aussi confirme la précision du calendrier égyptien. Il faut savoir, comme je vous ai dit, les Sémites, ils avaient un calendrier lunaire. Et donc, si bien que dans le calendrier sémitique, l'année pouvait comporter 354 jours, 383, voire jusqu'à 390, si j'en crois Ézéchiel, chapitre 4, verset 9. Donc, vous voyez, une année de 300 qui va s'échelonner entre 354 et 390 jours, ça fait une fourchette. Donc, il n'y a pas de précision. Donc, les Grecs, qui sont les ancêtres, descendants de Japheth, d'après la tradition biblique, eux-mêmes disent que le calendrier égyptien était beaucoup plus précis. Les Juifs et les Arabes, on a vu d'après Ézéchiel,
eux, ils ont un calendrier lunaire qui va varier entre 354 et 390 jours. Donc, la précision est 0. Donc, on voit que le seul calendrier qui pouvait servir de base pour la chronologie de l'histoire, c'est celui inventé par nos ancêtres, les plus anciens des hommes. Voilà. Est-ce que le calendrier éthiopien est plus rapproché de ce calendrier-là? Oui, tout à fait, puisque le calendrier éthiopien, c'est ce qu'on appelle tout simplement le calendrier copte. On aura l'occasion d'en parler. Donc, c'est un calendrier qui a été instauré à ce qu'on appelle l'ère des martyrs avec le massacre des chrétiens d'Égypte par l'empereur Dioclétien en 284. Et c'est ça qui va donner le calendrier copte, l'ère des martyrs. Parce que c'est une réforme calendaire. Au cours de l'histoire, il y a eu pas mal de réformes calendaires, non seulement chez nous, en Afrique, mais aussi en Europe. On l'a vu avec le calendrier julien qui est devenu le calendrier grégorien. Mais même bien avant cela, à l'époque, dans le calendrier romain, il y a eu des réformes. Voilà. Ici, on a le site de Nabta Playa que vous pouvez voir. Donc, on a des pierres dressées. Ce site se situe au sud de l'Égypte, plus précisément à l'ouest d'Abou Simbel. C'est-à-dire on est au niveau du tropique du Cancer. Donc, nous avons toute une série de pierres dressées. On date ces pierres du 5e millénaire avant l'ère chrétienne. Le site a été bâti par rapport au lever du soleil au solstice d'été, c'est-à-dire le 24 juin à cette époque. Non, on reste toujours sur le premier slide. Voilà. Au solstice d'été. L'intérêt pour le solstice d'été était double, car il marquait le nouvel an et la saison des pluies. C'est-à-dire, si vous allez en Éthiopie, etc., c'est la saison des pluies à cette époque, dont dépendaient les récoltes. Car nous sommes en présence d'une société d'agriculteurs essentiellement. Là, c'est à Nabta Playa. Donc, pour édifier ce site, il fallait des connaissances mathématiques, astronomiques, architecturales, pour savoir tailler les pierres, les manier, dresser les pierres. Ces pierres sont une préfiguration des obélisques, c'est-à-dire qui se dit takan en égyptien, qui signifie debout. On retrouve ce mot-là aussi en Somalie, le pays de Punt. Et donc, ça, c'est l'équivalent de ce qu'on va appeler des menhirs chez les Celtes, donc des pierres dressées. Donc, c'est le plus ancien calendrier. Donc, on se situe historiquement entre Göbekli Tepe, Antiochie, qui est daté de 10 000 ans, et Stonehenge en Angleterre, qui est daté d'environ 2500 avant l'ère chrétienne. Donc, ce calendrier que vous voyez est basé sur des calculs très, très savants. Par exemple, on a Censorinus qui, en 239, nous disait que 100 ans auparavant, c'est-à-dire en l'an 139, c'était la fin d'une période zodiaque. Donc, une période zodiaque, si vous voulez, ça couvre une période de 1460 ans. Donc, c'est par rapport à la précession des équinoxes, il va s'opérer un jour tous les 4 ans. Et donc, en multipliant, on arrive à ce chiffre de 1460 où tous les éléments vont retrouver leur place naturelle. C'est ça qui va nous donner la légende du phénix en Égypte qui renaît de ses cendres. Et donc, si vous remontez de 1460 ans, nous arrivons à 1322 avant l'ère chrétienne, en tenant compte toujours que l'année 0 donnée comme naissance de Jésus a duré quand même 1 an. Donc, on arrive à l'époque de Ramsès, où il y a eu aussi une réforme calendaire. En remontant encore de 1460 ans, on arrive à l'époque de Djoser, où là aussi il y a eu une réforme calendaire. En remontant encore de 1460 ans, on arrive à 4242. Bon, certains situent aussi 4236. Il y a une fourchette. On arrive à Nabta Playa, c'est-à-dire le site que vous voyez ici, qui est considéré actuellement comme le point de départ de l'invention du calendrier par les Africains. Et là, vous voyez, nous sommes au sud de l'Égypte. Et donc, on peut remonter comme ça jusqu'à 5702, jusqu'à 7000. Ce site était toujours habité. Donc, ça veut dire que les habitants d'Afrique qui se situaient à Nabta Playa, qui se trouvaient à Nabta Playa, ont dû observer plusieurs périodes zodiaques
pour être sûr de la véracité et de l'exactitude de ce calendrier. Théon d'Alexandrie, qui en 400 nous dit que de l'année, la session au trône de Dioclétien à Ramsès Ier, il s'est écoulé 1605 années. Donc, quand on prend 284, on retranche 1605, on arrive à l'époque de Ramsès Ier, qu'il donne aussi comme l'aboutissement d'une période zodiaque. Vous voyez? Donc, maintenant, on peut passer au slide numéro 2. S'il y a des questions, je peux répondre aux questions entre chaque slide. Là, nous avons ce qu'on appelle la stèle de la famille de... c'est pas de Khéops, c'est de Djoser. D'accord? Donc là, c'est la stèle de la famille du roi Djoser qui raconte une histoire qui a eu 7 années de famine. Donc, ça nous rappelle un peu l'histoire du Joseph biblique. Donc, c'est une stèle qui est datée de l'an 18 de Néterkeket, qui est le nom de Djoser. Et d'après ce qui nous est dit dans cette stèle, le Nil avait pris du retard dans son arrivée. Quand on parle de son arrivée, on parle de la crue du Nil, l'inondation. Donc, ça veut dire que, en gros, cette stèle nous explique qu'il y a un décalage entre le moment où commence le nouvel an et l'arrivée du Nil. Et donc, c'est ça qui va occasionner des famines en Égypte. Et donc, le pharaon Djoser va s'adresser à un grand prêtre qui s'appelait Imhotep. Et lui, il va expliquer qu'il faut prier le dieu qui se trouve à Éléphantine, le dieu Pnoum. Donc là aussi, on va avoir une réforme calendaire. Donc, on va réajuster le calendrier afin que les saisons correspondent à nouveau. C'est juste une petite réajustation. Oui, voilà. On va passer au slide numéro 3. Voilà. Ça, c'est le mastaba de Mereruka qui était premier ministre du pharaon Téti. Donc, on est vers 2223 avant l'ère chrétienne. Et vous avez la représentation. À l'époque de Djoser, qu'on a vu le slide numéro 2, on avait la plus ancienne date retrouvée dans un document. Donc, l'an 18 du pharaon Djoser. Là, sous cette stèle, vous voyez 3 personnages. Devant chaque personnage, vous avez un cercle avec 4 croissants de lune. Donc, en prenant de la droite vers la gauche, vous avez la première saison qui est mentionnée sur cette stèle. Vous voyez, vous avez les hiéroglyphes et sur ce document, la première saison, c'est la saison Sukkot, qui signifie inondation. Donc, c'est la saison des pluies qu'on retrouve jusqu'à maintenant dans cette région, en Afrique, partout la saison des pluies. Vous avez la deuxième représentation. Vous voyez, c'est marqué « Père ». Le mot signifie reflux, signifie aussi semaille. C'est la saison des semailles en Afrique. Donc, on retrouve le mot, par exemple, en copte, le mot père ou ber qui signifie semaille, semence, grain de céréales. Vous avez le verbe bir, parce que le P devient B, qui va signifier semer, le fait de semer de la semaille en Somalie. D'accord? La troisième représentation, c'est la troisième saison. C'est la saison Soum, Choum, qui signifie récolte, moisson. D'ailleurs, en copte, vous l'avez aussi. Et vous avez ce mot-là, par exemple, en Bambara, qui est une langue parlée au Mali, vous avez le mot Souma, qui signifie récolte, moisson. Vous voyez, c'est pratiquement le même mot. Et si vous regardez bien, chaque ovale comporte 4 croissants de lune. Chaque croissant de lune va symboliser un mois. Donc, vous voyez, chaque saison comporte 4 mois. En dessous de chaque saison aussi, si vous prenez en prenant par rapport à la droite,
La saison de l'inondation, vous avez le hiéroglyphe Naphor, qui signifie bienfaisance, ce qui est utile. Donc, l'inondation, la pluie est considérée comme un don, une bienfaisance. Pour la deuxième saison, où c'est marqué semaille, vous voyez, vous avez le hiéroglyphe Otep qui signifie offrande. Donc, quand on fait les semailles, quand on ensemence la terre, c'est une offrande. D'accord? Vous mettez une graine, c'est une offrande. La troisième saison, vous voyez, il y a le hiéroglyphe Ankh qui signifie la vie, tout simplement. Donc, une fois que vous faites la moisson, la récolte, vous pouvez vivre, vous pouvez vous nourrir. Mais ça a aussi une autre signification. Ça a une signification sexuelle sous laquelle je ne vais pas trop m'étendre, c'est-à-dire la saison de l'inondation. Vous avez l'offrande où on va planter la petite graine et ensuite la vie qui apparaît. Voyez? Et après, l'arrivée de l'eau, la vie apparaît. Donc maintenant, on va essayer de voir comment nos ancêtres, ils appelaient tout en restant sous l'année tel que c'est défini ici. Ils ont le mois. Je vous ai dit, le mois est représenté par la lune. D'accord? Il faut savoir que le mois en égyptien, c'est en copte, quand c'est juste la lune, on va dire simplement Ha, comme dans le nom du pharaon, Hamosis ou Amos. Vous voyez? Donc, ça va se prononcer. Mais par contre, le mot, le symbole de la lune va renvoyer au mot qui signifie moi. Dans la plupart des langues africaines, le mot lune et le mot moi sont synonymes. Pour une simple raison, c'est que le hiéroglyphe de la lune renvoie au mot en égyptien qui signifie moi, qui en copte se dit ebot ou abot, qui vient d'une racine qu'on retrouve aussi bâtie au Oromo, qui est une langue couchitique. Donc, on retrouve ça aussi bien en Égypte que dans la côte de l'Afrique. Le mois sera divisé en 4 semaines, en 3 semaines. Ces 3 semaines représentent ce que dans le calendrier qu'on appelle les décans, 3 semaines de 10 jours. Le mot semaine en hiéroglyphe, en langue pharaonique, se dit mat-uru. Mat signifie 10, le mot signifie complet, parce que quand vous comptez sur vos 10 doigts, donc c'est la totalité, c'est complet. Mat signifiant 10, uru signifie jour. Donc maturu signifie semaine, décan. Je reviens par exemple, la première semaine, c'est-à-dire ce que nous on appelle décan, dans le calendrier, la première semaine, on va l'appeler en égyptien Mat Uru Tebe. Tebe, Teb, signifie ce qui est en haut, supérieur, c'est représenté par la tête. La deuxième semaine, c'est-à-dire le deuxième décan, sera appelé Maturu Orabi, ce qui signifie le décan du milieu, le décan médian, la semaine médiane. Or, Abi, le mot signifie étymologiquement au niveau du cœur. TB, c'est la tête. Or, Abi, c'est le cœur. Donc, le milieu du corps. Et enfin, la dernière semaine sera appelée Maturu Orpeko. Orpeko signifie au niveau du derrière. Le mot peko en égyptien signifie le dos, l'arrière. On retrouve ce mot-là aussi en sango, qui est une langue parlée en Centrafrique. Donc là, on a vu qu'il y avait 3 semaines de 10 jours. Maintenant, on va voir le jour en égyptien. C'est représenté par un soleil dans les documents égyptiens. Mais le soleil en question, au niveau de tout ce qui est écriture, on va prononcer Ra, comme dans Ramosis, Ramsès, Ramessou, d'accord? Mais au niveau des datations, le soleil va renvoyer un autre mot, tout comme la lune, je vous ai dit, se prononce A, mais au niveau des datations, va symboliser le mois, donc va renvoyer au mot
Abot, qui signifie mois en égyptien. Et donc, le soleil ici va représenter le mot qui se prononce Uru, qui signifie le jour. D'accord? En égyptien. Comme par exemple dans le livre des morts, qui s'appelle le livre pour sortir au jour. Donc, c'est ce mot-là, Uru, qu'on va utiliser. D'accord? Et ce mot Uru désigne une période qui va comporter 12 heures de lumière et 12 heures de ténèbres. C'est ça qui fait un jour pour nos ancêtres. Le mot qu'ils vont utiliser aussi pour l'heure, ce mot-là se prononce runo, qui étymologiquement signifie partie. Donc, c'est des parties, une partie. Donc, ils vont découper le jour en 24 parts, en 24 parties. D'accord? Donc, souvent, on va les appeler aussi des portes. Voilà. Ce mot-là se retrouve aussi en copte. Le mot run signifie partir. On a aussi le mot ruin qui signifie éclipse solaire en poulard, qui relève du même champ sémantique. Donc, on a 12 mois de 30 jours, ce qui va nous faire 360 jours, auxquels on va rajouter 5 jours épagomènes pour avoir nos 365 jours. À cette époque, vous voyez, les mois vont se désigner, non pas encore de nom. On va les désigner en fonction de leur position numérique, la place que ces mois occupent. Donc, on va dire premier mois de la saison des pluies ou l'inondation, deuxième mois de la saison des pluies, troisième mois de la saison des pluies, quatrième mois de la saison des pluies. Après, on va dire premier mois de la saison des semailles, deuxième mois de la saison des semailles, troisième mois de la saison des semailles, quatrième mois de la saison des semailles. Ensuite, on dira premier mois de la saison des récoltes ou moissons, c'est la même chose pour nos ancêtres. Deuxième mois de la saison des récoltes, troisième mois de la saison des récoltes, quatrième mois de récolte. D'accord? On retrouve aussi ce classement au niveau numérique dans le calendrier romain. Par exemple, le mois de septembre, étymologiquement, signifie le 7e. Le mois d'octobre va signifier le 8e. Le mois de novembre signifie le 9e. Le mois de décembre, c'est le 10e mois. Souvenez-vous, je vous ai parlé de réforme calendaire. Actuellement, le mois de septembre n'est plus le 7e mois, mais le 9e. De même pour le mois d'octobre, le 10e. Décembre se retrouve le 12e. Mais si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, le mois de décembre, de février était le 12e mois, le dernier mois du calendrier. Et donc, le premier mois était le mois de mars. Et donc, si vous prenez le premier mois, mars, à ce moment-là, vous comprenez le classement et vous voyez que le mois de septembre se retrouve bien à la 7e place, octobre la 8e place, novembre la 9e et décembre la 10e place. Le mois de janvier était le 11e mois et le mois de février était le 12e mois. Donc ça, il faut tenir compte des réformes calendaires pour comprendre ce qui nous paraît un peu bizarre parce qu'on voit que les mois étymologiquement ont une signification, 7e, mais se retrouvent plus de nos jours à la 7e place, mais à la 9e place. Voilà. Là, nous avons ce qu'on appelle le plafond astronomique de Sénémout. Donc, le calendrier nilotique que je commercialise, le nom des mois est basé sur ce plafond astronomique. D'accord? Donc, on a les mois par rapport à Napta Playa et les noms, on les retrouve ici. On a une représentation des 12 mois. Chaque cercle que vous voyez représente un mois. Mais en même temps, on représente le soleil, et c'est-à-dire le jour avec ses divisions. À cette époque, les noms ont été donnés aux 12 mois en fonction des activités pratiquées ou en l'honneur de certaines divinités ou personnalités. C'est-à-dire, dans ces mois, vous avez un mois qui va s'appeler Hathor, qui sera consacré à la déesse Hathor, un mois qui sera consacré au dieu Khonsu, d'accord, avec des mois, par exemple, où on va récolter le blé, il y aura un mois qui sera consacré, etc. Donc, vous avez le premier mois qui est l'ouverture de l'année, qui est le mois qu'on va appeler Thoth.
Et ce genre de choses, ce même schéma que les Noirs ont élaboré déjà à cette époque, sera repris aussi dans le calendrier romain, où on va avoir des mois consacrés à certaines divinités. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le mois de mars, je vous ai dit, le premier mois de l'année chez les Romains, ce mois sera consacré au dieu de la guerre, Mars. Vous avez le deuxième mois, qui est le mois d'avril. Ce mois-là sera consacré à la déesse Aphrodite. Le troisième mois, qui est le mois de mai, sera consacré à la déesse Maï. Vous avez par exemple le mois de juin, qui est le quatrième mois, ce sera consacré à la déesse Junon. Le cinquième mois sera consacré à l'empereur Jules César. Le cinquième mois, c'est le mois de juillet. Le sixième mois, qui est le mois d'août, sera consacré à l'empereur Auguste. Et le 11e mois, par exemple, qui est le mois de janvier, ce sera consacré au dieu Janus. Donc, quand vous fêtez le nouvel an au mois de janvier, vous rendez hommage à un dieu païen, le dieu Janus. Et le 12e mois, février, qui vient du mot févriar en grec, en latin, signifie purifier. Voilà. Ici, vous avez le plafond astronomique de Ramesséum. Donc, je vous avais parlé d'une révolution calendaire en remontant depuis Censorinus, qui nous avait dit qu'il y avait une période zodiaque qui aboutissait en l'an 139. Donc, on remontait 1461 années, 60 années en arrière, en tenant compte que l'année 0 a duré quand même 1 an. Donc, on arrive en 1322. Donc, maintenant, les égyptologues vont situer Ramsès Ier plutôt vers 1300, d'accord? Alors que au niveau de la datation astronomique de nos ancêtres, il faut situer le début du règne de Ramsès Ier en 1322 avant l'ère chrétienne. Donc, on a une différence d'une génération. Et donc, sur ce plafond astronomique, si vous regardez tout en bas au milieu, vous avez un pilier, le pilier Djed, c'est la stabilité. Donc, qui montre que quelque chose est fixe, stable, ne bouge pas. Et vous avez le babouin dessus, qui est Thoth. Donc, c'est le premier mois du calendrier égyptien, qui est, comme je viens de l'expliquer, basé sur le soleil. Et si on a pris ce symbole, c'est à cause de cette précision, pour montrer le mot Djed, c'est un pilier, quelque chose qui ne bouge pas, quoi, qui est fixe, sur lequel on peut se poser, comme le babouin est posé dessus, c'est-à-dire Thoth, le premier mois. Et donc, à cette époque, il y a une révolution calendaire, une réforme calendaire. On va donner d'autres noms à certains mois. Et il y aura des mois qui seront consacrés, par exemple, à Aménophis, en l'honneur d'Aménophis. On suppose que c'est Aménophis III, parce que parmi tous les Aménophis, c'est lui avec Aménophis IV qui étaient les plus connus, surtout Aménophis III, d'accord, le père d'Akhénaton. Donc, il y aura un mois qui sera en hommage à ce pharaon, et il y aura aussi un mois, là, les gens ne sont pas tout à fait d'accord sur l'attribution, c'est le mois Messoré, qui étymologiquement signifie la naissance du soleil, mais qui, par un jeu de miroir, va signifier aussi le nom de Ramessou. C'est-à-dire, suivant où est-ce que vous placez le soleil, vous avez le mot Messora, naissance de Ra, mais vous avez aussi Ramessou, qui signifie tout simplement le nom de celui, Ramsès Ier, qui a fondé la dynastie ramesside. Et donc, on pense qu'à ce moment-là, je dis bien on pense, certaines données convergent dans ce sens, qu'il y aurait eu une réforme calendaire. Donc, les noms des mois vont changer pour donner les mois que nous connaissons actuellement, qui sont utilisés dans le calendrier copte, c'est-à-dire le mois Thoth, Paopi, Hathor, Koaka, Touba, Meshir, Pamenhotep, Parenmouti, Pashanks, Payen, Apip et Messoré. Donc, nous avons les 12 mois
qui deviendront les 12 mois classiques dans le calendrier égyptien. Nous avons ici la stèle du bannissement. Donc, pour vous situer, nous sommes à l'époque du pharaon que certains vont appeler Amen-Nesut, mais que moi je vocalise Aman-Mansou. D'accord? Nous sommes en 1050 avant l'ère chrétienne. Pour vous situer le contexte, il faut savoir qu'à l'époque de Ramsès II déjà, Ramsès, de son fils Ménephta et de Ramsès III, il y avait des peuples venus du nord, les peuples du nord, les peuples de la mer qui ont envahi l'Égypte, qui ont saccagé beaucoup de régions, la Palestine, donc il y avait aussi les Philistins qui vont donner leur nom à la Palestine. C'est à cette époque qu'on va situer chronologiquement la guerre de Troie. On pense que tout ça, ça relève du même mouvement migratoire. Il y a eu un grand bouleversement, un nouvel ordre mondial à cette époque, et c'est ce qui va expliquer l'origine des Berbères. Et donc, il va y avoir la fin de la dynastie ramesside. Et donc, le pharaon, un grand prêtre de Thèbes, Hérior, va prendre le pouvoir. Donc, on va avoir maintenant des prêtres qui vont diriger. Et il va y avoir un soulèvement contre le clergé d'Amon, de Thèbes, et les rebelles seront matés et exilés à l'ouest dans le désert. Et à un certain moment, on va leur donner le droit de revenir en Égypte, donc d'où le nom de cette stèle, la stèle de bannissement. Ce qui est intéressant avec cette stèle, c'est que là, on va nous parler des 5 jours épagomènes, c'est-à-dire en égyptien qu'on appelle Du Uru Or, les 5 jours au-dessus. D'accord? Et par la suite, on va consacrer, plutôt on pense à l'époque ptolémaïque, chaque jour à une divinité. Mais à l'origine, c'est à cette époque, on fêtait plutôt ces 5 jours, il y avait des festivités. Et surtout le 6e jour, le 5e jour, qui était consacré à la déesse Isis. Donc, il y a 2 grandes fêtes qui se passaient lors de ces 5 jours. Il y avait une grande fête dont Hérodote nous parle dans son livre d'histoire 2, paragraphe 63, où les gens, ils se battaient, ils prenaient des bâtons, ils venaient devant le temple et il y avait des combats organisés à coups de bâton. Et bien, cette fête, vous retrouvez ça toujours en Afrique de l'Est. Par exemple, au Somalie, il y a une fête qui s'appelle l'Istunka, qui étymologiquement signifie se battre. Et tenez-vous bien, cette fête se situe justement à la période du Nouvel An, c'est-à-dire la fin de l'année, le Nouvel An, exactement comme en Égypte. Le mot Istunka, ça vient de chez les Souma, aussi en Éthiopie, Soudan. Eux, ils vont faire la même fête. Ça va s'appeler Tonga. Donc, la racine de ce mot-là, c'est Tun ou Tong, parce que le mot signifie se disputer, se quereller en égyptien. Donc, on a ça aussi, Ton, qui signifie dispute, querelle en langue copte. Et vous avez aussi la même étymologie, mais à la place du O, c'est un A, parce qu'on va retrouver ça dans les langues africaines, le A qui devient O, comme par exemple Aman qui va devenir Amon. Vous avez le mot Tan qui signifie frapper en bamana. C'est le même mot qui revient sous des formes différentes. Donc, on avait cette fête que Hérodote a mentionnée, et il y avait une autre fête aussi dont je vais vous parler. Cette fête, Hérodote nous parle dans Livre d'Histoire, chapitre 2, 59 et 62. Il nous parle d'une fête qui avait lieu notamment à Saïs, qu'il appelle la fête des lampes. Une fête qui était consacrée à la déesse Nit, dont le nom déjà, Nit en wolof signifie éclairage. Donc, c'est ce qu'on va appeler la fête des lumières, la fête de l'éclairage où on va allumer le feu. Et cette fête existe encore en Somalie. Ça s'appelle tout simplement Dab Shib. Donc, étymologiquement, ça signifie allumer le feu. D'accord? Donc, il y a Mohamed Diria Abdoulaye dans son livre Parlons Somalie, éditions Harmattan, qui nous dit
cérémonie traditionnelle, en parlant du d'Abshib, cérémonie traditionnelle qui marque le commencement de la nouvelle année, donc la fin de l'année, le commencement de la nouvelle année Somalie. Lors de cette cérémonie tenue le soir, un feu est allumé et tout le monde doit sauter au-dessus de ce feu. Cette cérémonie se fait maintenant de moins en moins dans les villes. Donc, c'est surtout dans les campagnes qu'on voit ça. Voyez? Donc, pour symboliser le passage à la nouvelle année, on allumait un feu et les Somalis sautent par-dessus. Donc, ça symbolise le saut, le passage à la nouvelle année. C'est cette fête que certains fêtent aussi actuellement, la fête des Lumières, sauf que, bon, ils l'ont mis à la fin de l'année grégorienne, alors que cette fête se situait justement à la fin de l'année kémite. Voyez? Donc, c'est important parce que sur cette stèle qui se trouve au musée du Louvre, on parle justement de cette fête. On parle de la fête des Lumières qu'on va situer à, qu'on va appeler la fête d'Isis. Et on va expliquer que c'est le 5e jour que cette fête se situe et qui va donner le nouvel an. Donc voilà, c'est important de savoir tout ça parce que nous pouvons maintenant, tout en étant dans le calendrier grégorien, se référer à notre coutume, savoir en quelle année nous sommes et les fêtes qu'on pratiquait pour le nouvel an chez nous et pourquoi pas réactualiser nos véritables fêtes et connaître nos coutumes comme tous les peuples font.